On accueille Janine Guespin, qui est ancienne professeure de l'Université de Rouen, microbiologiste, et qui est spécialiste un petit peu de la complexité. Elle a écrit un livre qui s'intitule De la révolution du complexe à la pensée du complexe, qui est disponible en ligne, en téléchargement gratuitement. Donc Janine, je vais te laisser la parole et puis te laisser nous présenter. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Ça y est, tout le monde la voit? Parfait. Merci. Bon, je commence par remercier, comme on dit, les organisateurs, Frédéric et Léa, de m'avoir invité et m'ont demandé d'essayer de faire une présentation le plus simple possible de cette pensée du complexe que Frédéric vient magistralement d'illustrer et de montrer l'importance. Donc l'idée de départ, c'est que quand on a affaire à un système complexe, eh bien, il vaut mieux le savoir et en tenir compte pour le traiter, et que, comme vient de le dire Frédéric, cela demande une nouvelle manière de penser, la pensée du complexe. J'aime bien l'expression anglaise « complexity mindset », qui émane de l'évolution des sciences, mais qu'on peut s'approprier. Ça n'est pas si compliqué de s'approprier cette nouvelle façon de penser. Complexe n'est pas synonyme de compliqué, comme malheureusement beaucoup de médias cherchent à le faire croire. Alors, pour le faire, je vais vous présenter les choses selon un tableau qu'on va dérouler ensemble. Bon, un tableau, c'est forcément schématique, mais en même temps, ça permet, dans un exposé rapide, de présenter un peu tout. Donc, je vais confronter la pensée habituelle et cette pensée du complexe à partir d'exemples que j'ai choisi, ou nous avons choisi d'être le plus simple et de la vie de tous les jours, si possible. Cette pensée commence, pour moi, il y a deux étapes. La première, c'est la démarche, et la deuxième, c'est les concepts. Alors, la démarche, je vais vous l'illustrer à partir de quelque chose que beaucoup connaissent, je pense, qui est la fable indienne des aveugles et de l'éléphant. C'est une histoire d'un éléphant qui arrive dans une ville, tout le monde va voir l'éléphant et il y a des aveugles qui veulent absolument voir l'éléphant, donc on les amène et vous voyez, chacun, il touche l'éléphant évidemment puisqu'ils sont aveugles. Et puis l'histoire peut se dérouler de deux façons différentes ensuite. Ils s'en vont et dans un premier scénario, on voit qu'il parle de plus en plus fort et puis même qu'il commence à se battre. Pourquoi? Parce que chacun ayant touché une partie de l'éléphant veut que l'ensemble de l'éléphant soit ce qu'il a touché. Ça, c'est la pensée habituelle. Pensée habituelle qui fait qu'on regarde chaque chose séparément, qu'on ne sait pas reconstituer un ensemble. Et puis, l'histoire, évidemment, ça se passe en Inde, donc ils rencontrent un sage et le sage leur explique que chacun n'a vu qu'une partie de l'éléphant. Ça ne suffit pas pour faire un éléphant, parce que chacun a vu une partie, oui, mais comment ces parties s'organisent entre elles? Et donc là, il faut encore qu'ils sachent que l'éléphant est un mammifère, c'est-à-dire qu'ils aient un modèle, une théorie de l'éléphant pour arriver progressivement à reconstituer une image qui se rapprochera de l'image de l'éléphant. Bon, tout ça, évidemment, c'est très métaphorique, mais ça illustre ce que j'appelle la démarche systémique, qui est une démarche qui consiste à considérer donc les systèmes. Qu'est-ce que c'est un système? C'est un ensemble d'éléments en interaction. Alors des éléments, hein, des choses, des personnes, des idées, des actions, des décisions, des croisances, etc., etc. Et les interactions peuvent être donc de diverses natures.
D'autre part, un élément peut appartenir à plusieurs systèmes ou sous-systèmes. Et puis, vous savez, ce n'est pas toujours facile de déterminer le périmètre d'un système. Il y a des cas, par exemple, l'éléphant, son périmètre est assez facile à déterminer. Il y a des cas où c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle cette démarche systémique, repérer les systèmes, les sous-systèmes, les éléments, leurs interactions. À partir de là, personnellement, je pense qu'il y a une deuxième étape qui est toujours dans la démarche, qui est la démarche complexe, qui est de se dire que les interactions entre les éléments d'un système sont les causes des transformations du système. Donc on arrive de cette image statique de l'éléphant à un système dynamique, un système qui se transforme, et il se transforme à cause des interactions entre ces éléments. Alors pour ça, évidemment, il a fallu mettre en évidence les interactions, mais ça ne suffit pas. Si on a juste les interactions, bon, on n'avance pas vers la dynamique. Donc, il faut comprendre comment elles influent sur la dynamique du système. Et pour ça, on a besoin des concepts et des méthodes des sciences du complexe qui vont vous être présentés d'ailleurs tout au long de cette journée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est de les caricaturer, hein, mais vous les présenter de façon très très simple pour vous mettre un petit peu dans le bain. Donc dans cette démarche, la pensée habituelle analyse, disjoint, simplifie, alors que la pensée du complexe étudie un système et des sous-systèmes. Alors pour l'illustrer, parce que c'est quand même très important cette différence de mentalité, on peut penser au risque industriel. Dans les entreprises dans lesquelles il y a qui se préoccupent des risques industriels, il y a généralement ce qu'on appelle des procédures qui vont être des personnes, des systèmes, des méthodes de travail qui vont concerner chacune un risque différent. Il va y avoir le risque feu, le risque inondation, etc. Et ces procédures sont pas poreuses du tout, sont extrêmement séparées. On appelle ça le silotage. Or, c'est arrivé au maximum de ce que ça peut faire, et on s'aperçoit maintenant que c'est en soi un certain danger, dans la mesure où ce qui est complètement négligé par cette manière de faire, c'est les interactions entre les risques et aussi le problème humain. Donc, pour utiliser la démarche complexe dans les risques industriels, il faut pratiquement casser les procédures et les routines. Et il s'avère qu'en dépit du fait que c'est très très important, eh bien c'est très très difficile, parce que chaque département, chaque procédure est pris dans sa routine, dans son habitude, et moyennant quoi on arrive au maximum de ce qu'on peut faire. Dans la démarche, on a toujours le fait que quand on analyse et qu'on casse, on immobilise. Non seulement on immobilise, mais on a tendance à privilégier les choses, ce qu'on appelle parfois le chosisme. Alors que dans la démarche de la pensée du complexe, on étudie la dynamique, donc on étudie les interactions, les rapports. Alors le petit exemple qu'on peut tous facilement comprendre, c'est le système des délocalisations. Hein, dans la délocalisation, ceux qui le font voient l'immédiat. Voilà, on délocalise pour augmenter les profits, mais on ne voit pas tout ce qui va se passer ensuite sur le plan du territoire, sur le plan de l'industrie, sur le plan… on ne prend pas en compte la dynamique des systèmes et les interactions entre la ville, l'entreprise, etc. Ensuite, il y a les concepts. Alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les concepts, ça provient des sciences et c'est ce qui permet de comprendre comment les interactions influent sur la dynamique. Alors, dans la pensée habituelle, ce qui est très important, c'est la linéarité, la proportionnalité. Un effet, les causes
Les effets sont proportionnels à leur cause. Il y a additivité entre les causes, donc additivité entre les effets. Le théorème de Thalès sur lequel on a souffert quand on était petit est le théorème princeps de cette pensée linéaire. Au contraire, dans la pensée du complexe, on arrive le plus souvent dans le domaine de la non-linéarité avec les effets de seuil, l'émergence, un tas de mots, de gros mots là, que je vais illustrer à partir d'un exemple que tout le monde connaît, qui est l'exemple de la mayonnaise. Alors, voilà. Alors, tout le monde sait, je pense, que la mayonnaise, c'est quelque chose qui se fabrique en mettant dans un bol un certain nombre d'ingrédients, en particulier des œufs et de l'huile, qu'on ajoute de l'huile en agitant assez fortement, et que la mayonnaise prend lorsque l'émulsion eau-huile atteint une valeur critique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette espèce de mélange visqueux, pas très ragoûtant, devienne tout d'un coup quelque chose un gel à saveur très, très agréable? D'abord, on peut voir que le système est loin de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on l'agite. On l'agite de toutes ses forces et l'huile de coude est un ingrédient important dans la prise de la mayonnaise, qui, entre parenthèses, ne se fait pas toujours. Ça peut rater. Le système, donc, il se produit un changement global et irréversible de l'état du système. Tout d'un coup, on a cette mayonnaise qui se fait et qui se fait dans l'ensemble du bol. Et ce changement, effectivement, ne se réverse pas. Et ça, les scientifiques, il y a des termes, ils ont des termes scientifiques qui explicitent ce changement. En mathématiques, on va parler de bifurcation, qui veut dire simplement qu'il y a un changement d'état. Et en physique, on parle de changement de phase, qui veut dire la même chose, mais au niveau physique, alors que la bifurcation implique plutôt une trajectoire mathématique. Ensuite, les molécules n'ont pas changé de nature. Dans le bol, il y a exactement la même chose en termes d'ingrédients avant la prise et après la prise. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas de la nature des ingrédients qu'on peut déterminer la nature de ce qu'il y a dans le bol, du mélange. Les molécules n'ont pas changé de nature, elles se sont réorganisées. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, j'appelle ça de l'auto-organisation. Il n'y a pas une molécule qui a dit les copines, venez, on s'auto-organise. Ça se fait parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, Frédéric en a parlé tout à l'heure, la quantité d'émulsion eau-huile atteint une valeur critique qui se change en qualité. Cette qualité de ce gel. Et puis, les propriétés, donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas seulement la consistance, c'est bien d'autres. Il y a le goût qui a changé aussi. Donc, ça ne se déduit en aucune façon de celle des constituants. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce qu'on appelle l'émergence. Alors, auto-organisation comme émergence, à ce niveau-là, sont relativement simples. On verra sûrement tout à l'heure des acceptions plus compliquées. Mais voilà déjà un premier niveau qui montre bien cet aphorisme du holisme et de la complexité, que le tout ne se déduit pas de la somme des parties. Le goût de la mayonnaise n'a rien à voir avec le goût des différents ingrédients. Donc, on a eu une modification locale qui a induit un changement global rendu possible par cette huile de coude, par ce non-équilibre. Voilà un exemple excessivement simple, mais vous voyez bien que rien dans les concepts habituels de notre mode de pensée ne nous permet de comprendre cette simple fait de prise de la mayonnaise. Alors quand on parle de choses aussi simples et qu'on voit qu'on n'a pas les éléments pour le comprendre dans notre pensée habituelle, qu'est-ce qui va en être? Des systèmes complexes beaucoup plus
compliqué. Là, il va falloir que j'aille un peu plus vite. Donc, simplement pour dire que si la mayonnaise s'explique à partir de tout ça, il y a aussi des systèmes humains dans lesquels on utilise tous ces concepts, et en particulier, ce que j'ai donné, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les sciences sociales, on a un domaine qui s'appelle la théorie du leadership par les systèmes complexes, qui utilise absolument tout ce vocabulaire, tous ces concepts dont je viens de parler pour la mayonnaise. Un autre concept important de la pensée habituelle, c'est d'avoir une cause première, voire unique, à tout. Et naturellement, c'est l'histoire de l'éléphant. Chacun voit sa cause et croit que sa cause est la plus importante. Et cette cause première amène souvent à penser en termes binaires, ou bien c'est moi qui ai raison, ou bien c'est moi qui ai raison. Vous voyez, c'est ce binarisme ou bien. Alors que, au contraire, la démarche de la pensée du complexe est souvent, très souvent, nécessite la multicausalité. Aucun phénomène réel n'a qu'une seule cause. Alors bon, je voulais l'illustrer par les déserts médicaux, on va passer. Ensuite, cette pensée habituelle s'appuie aussi sur la causalité linéaire. On peut avoir une série de causes qui s'enchaînent, mais elles s'enchaînent toujours linéairement. À partir de la cause première, ça amène un effet qui devient la cause du troisième, etc., etc., etc. Alors qu'au contraire, dans la pensée circulaire, quelque chose de très, très important, et tellement important que certains en font même un point crucial de la complexité, c'est ce qu'on appelle la causalité circulaire ou des rétroactions positives ou négatives. On connaît très bien le cercle vicieux. Hein. Alors, je l'illustre quand même à partir de quelques exemples au sujet du réchauffement climatique. Prenons voilà. Par exemple, ce qu'on appelle l'effet albédo, qui est que la neige, la glace, réfléchit la lumière alors que l'eau sombre, la lumière et donc la chaleur, alors que l'eau sombre l'absorbe. Bien évidemment, au fur et à mesure où la glace se transforme en eau, parce qu'elle fond, non seulement il y a plus d'eau, mais il y a moins de glace, donc il y a moins de réflexion de la lumière, et il y a plus d'eau, donc il y a plus d'absorption de la lumière, ce qui augmente la température, ce qui augmente la fusion, etc., ce qui augmente la quantité d'eau, etc. Bon, il y a plein d'autres exemples de boucles de rétroaction qu'on appelle positives, dans lesquelles les effets s'augmentent les uns les autres, et on a une dynamique qui s'amplifie de façon tout à fait non linéaire, qui s'amplifie de plus en plus, et qui d'ailleurs fait que le climat est en train de se réchauffer probablement plus vite que ce qui avait été prévu initialement. Voilà. Alors, dans la pensée habituelle, les systèmes, les choses, tout ce qu'on conçoit, n'a qu'un seul état possible. C'est comme ça. C'est l'essence de la chose. C'est la nature humaine. Voilà. Alors qu'au contraire, dans le mode de pensée du complexe, eh bien, il y a une multiplicité de possibles pour pour tout système, pour beaucoup de systèmes en tout cas, avec des mots qui vous seront illustrés au cours de la journée, comme multistationnarité, bassin d'attraction, hystérésis. Alors moi, j'ai pris un seul exemple, un exemple simple, mais d'actualité, si on peut dire, qui est celui des virus. Par exemple, le virus de la varicelle, pour ne pas parler du Covid. Le virus de la varicelle, pour nous, bon, c'est un virus qui conduit à une maladie bénigne pour les enfants. Sauf que ce même virus peut aussi conduire chez les adultes à une maladie fort désagréable qu'on appelle le zona. Qu'est-ce qui s'est passé?
maintenu sous une forme différente dans certains tissus et dans certaines conditions. Chez certaines personnes, ça peut donner un zona. C'est-à-dire que le virus, et pire encore, lorsque les envahisseurs espagnols sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont tué les indigènes, on le sait, plus par des maladies qui portaient et qui pour eux étaient inoffensives et qui ont tué ces populations qui ne les avaient jamais vues. Et la varicelle fait partie des multiples maladies qui ont décimé les populations autochtones. Donc vous voyez, ce petit virus varicelle, ça n'est pas un état, il peut être mortel chez certaines personnes, il peut donner un zonage chez certaines personnes, il peut être tout simplement porté sans qu'on s'en aperçoive par d'autres. Autrement dit, cette multiplicité des possibles. Bon. Alors ensuite, on a la notion de réversibilité. Dans la pensée habituelle, les choses sont très souvent réversibles. C'est basé sur le fait que la physique, jusqu'au début du siècle dernier, était une physique des états réversibles, et c'est elle qui est encore beaucoup enseignée, qui imprègne notre pensée, notre mode de pensée. Alors que dans la pensée du complexe, l'irréversibilité est très importante. Alors, je vais vous donner un petit exemple là encore, sur le réchauffement climatique. Alors, je m'excuse, j'ai fait un très vilain schéma parce que c'est un schéma que j'ai tiré d'une conférence que j'ai écoutée d'une personne qui était un spécialiste du climat et qui nous disait la chose suivante. Voilà. Imaginons une courbe qui va représenter l'état du climat, on va prendre ce qu'on veut comme indicateur, en fonction de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On sait que ça se dégrade, et donc on va avoir tendance à dessiner une courbe comme ça. À se dire, voilà, vous voyez, c'est la proportionnalité. Hein. Plus la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente, et bien plus l'état du climat diminue. Oui, mais on peut aussi avoir une courbe comme ça. Ici, ça va être à peu près la même chose, et puis ça va se dégrader d'une façon beaucoup plus brusque. Bon, c'est pas linéaire, mais malgré tout, on commence à être un petit peu habitué à ce genre de choses, on sait que ça peut arriver. Mais si on est là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Et puis, il y a encore une autre courbe, à laquelle celle-là, on n'est pas du tout habitué, et que l'exposé de cet après-midi de Sena Kebseri va vous l'expliciter, donc j'en parle que très peu. C'est une courbe dans laquelle je l'ai un peu décalée, mais on peut être tout à fait là. Hein. Voilà, tout d'un coup, à un moment donné, plouf, il y a un effondrement, on se trouve ici et on arrive là. Bon, vous voyez que quand on est là, on ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, en plus de cette imprédictibilité sur laquelle je reviendrai, c'est que c'est cette notion de réversibilité. On se dit, si on est là, eh bien, si on arrive à diminuer la concentration de gaz à effet de serre, on va réussir à revenir en arrière. Même si on est là, ça va même peut-être aller plus vite. Et même si on est là, ben peut-être on va sauter, mais finalement, on va se trouver, avoir la possibilité de réverser. Donc, c'est pas très grave, c'est bien embêtant et tout, mais on va finir par réussir à réverser. Sauf que, on ne sait pas. Donc, comme je vous le disais, ce chercheur qui nous parlait du climat nous disait qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout où on en est. On peut être sur l'une des trois courbes. C'est totalement impossible de le savoir. Mais ce qui est pire, c'est que si l'origine maintenant se trouve ici, hein, là, j'avais une origine là, bon. Mais après tout, on ne sait pas non plus,
on ne sait pas non plus, l'origine pourrait être là, on pourrait être là. Et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de réversibilité si on est sur cette courbe-là. Et on vient là, on revient ici, et hop, ça retombe. On n'arrive plus à remonter. Voilà, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle sur quelle courbe on est, et on ne peut pas savoir si on est dans un état où c'est réversible ou dans un état où c'est irréversible. Donc on arrive, oui, ça va être la fin, on arrive au dernier et très important, la dernière et très importante différence entre la pensée habituelle et la pensée du complexe, qui est que la pensée habituelle est basée sur le déterminisme. Le déterminisme, c'est-à-dire la capacité de prévoir le fait que, la fameuse métaphore du démon de Laplace, si un démon est capable de connaître tout du passé, il va connaître tout du futur, qui a été pendant très longtemps la base absolue de la science. La science était basée sur le déterminisme. Or, dans la pensée du complexe, on arrive à être obligé de faire entrer la non-prédictibilité, l'incertitude dans la pensée scientifique. Je viens de vous illustrer un des exemples de cette non-prédictibilité, mais il y en a absolument partout. On a toute une série de dynamiques dans lesquelles l'impossibilité d'avoir une détermination précise, absolue de l'état actuel empêche complètement d'avoir une prédiction. Vous avez probablement entendu parler de chaos déterministe, qui a été peut-être le premier choc de cette pensée non linéaire, du non linéaire avec la pensée linéaire habituelle. Et depuis, on a montré beaucoup d'autres cas dans lesquels le hasard intervient. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour montrer à quel point c'est en fait proche de notre expérience que la pensée habituelle ne nous amène pas à prendre en compte. Imaginez une balle au sommet d'un mur, vous savez que la balle va tomber. Vous savez que la balle ne peut tomber que d'un côté ou de l'autre du mur. Elle ne va pas aller rouler le long du mur, elle ne va pas s'envoler, elle ne va pas faire n'importe quoi, comme disait Frédéric tout à l'heure. La balle va tomber, et elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Mais vous ne savez pas de quel côté elle va tomber. Ça va dépendre de toute une série de hasards, le vent, un camion qui passe, n'importe quoi. Donc, dans notre vie habituelle, on côtoie sans arrêt ce déterminisme non prédictif, cette incertitude, ce rôle du hasard, mais la pensée habituelle le refuse. Et on veut avoir des certitudes. Et à l'heure actuelle, on est particulièrement dans le bain avec cette maladie du Covid, dans laquelle l'incertitude est grande. Alors, pour terminer, je dirais que la pensée habituelle est nécessaire et suffisante pour étudier un système non complexe, même très compliqué. Elle a tout de même permis d'envoyer dans la Lune des hommes, elle a permis de faire des fusées, mais elle ne permet pas de prendre en charge une pandémie, elle ne permet pas de stopper le changement climatique. Elle est utile pour analyser les éléments d'un système complexe, mais elle ne permet pas d'en comprendre les interactions et encore moins l'émergence des transformations. Alors, pour étudier un système non complexe ou les éléments d'un système complexe, on a souvent besoin de plusieurs spécialistes de différentes disciplines.
Ça s'appelle la pluridisciplinarité. Ils vont travailler les uns à côté des autres, chacun dans son domaine, et on va penser que le système sera connu quand on aura la somme de tout ce qu'ils ont fait. Mais si on veut comprendre les interactions, là, on a besoin que ces différentes disciplines interagissent, qu'elles se donnent un objectif, qu'elles discutent, qu'elles confrontent, qu'elles mettent en commun, c'est l'interdisciplinarité. Et si on veut comprendre l'émergence des transformations, on a besoin en plus qu'elles travaillent, disons, dans l'optique de cette complexité, c'est-à-dire dans l'optique, ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Alors, dernière question, comment savoir si un système est complexe? Parce qu'après tout, s'il n'est pas complexe, on n'a pas besoin de cette pensée du complexe. Eh bien, tout simplement, déjà, tout simplement quand il y a une multiplicité d'interactions, quand il y a des boucles de rétroaction, quand il y a du déséquilibre. Et comment l'étudier, le comprendre? Est-ce qu'on peut le prédire? Là, on a besoin des méthodes des sciences du complexe et j'arrive à 29 minutes 42, ce qui fait qu'il ne me reste plus. Je dois passer sur l'exemple que j'avais voulu vous présenter, mais vous pourrez le lire. C'est l'exemple de la pêche sur un livre extrêmement intéressant pour une révolution dans la mer qui raconte comment, sur un exemple qui est finalement pas si différent de la forêt, on a pu avancer dans des complexités de plus en plus croissantes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Janine.